Bonjour, bonsoir, pépitoriens, pépitoriennes. On se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle interview. On commence tout de suite par le disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas ce sont des conseils sur cette chaîne, mais juste des échanges entre passionnés où nous échangeons donc nos points de vue. Un petit rappel sur nos produits dans la boutique. Et puis enfin, le dernier petit slide qui est le séminaire à Barcelone qui est plein, mais on a peut-être des surprises pour la rentrée. Et donc aujourd'hui, on va recevoir Christophe, donc Christophe SB. Christophe SB qui est quelqu'un de très connu sur Twitter. Ça faisait longtemps qu'on voulait l'inviter, mais il avait toujours plus ou moins refusé, il n'osait pas. Et cette fois, il s'est lancé. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Bonjour Denis, je vais bien. Bonjour à tous les auditeurs. Donc ça y est, tu te lances, tu as décidé Ben voilà, je me suis jeté de à l'eau, venir. on verra bien ce que ça va donner, hein. Voilà. Donc bon, t'as pas voulu qu'on te filme, mais quand même c'est ta photo, hein, tu confirmes que c'est Oui, toi. oui, oui, c'est bien moi, oui, oui. Voilà, donc on reprend une interview de Petit Porteur, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait, donc je vous rappelle un peu comment ça se passe. On parle d'abord un peu de la vie personnelle, entre guillemets, en allant très rapidement sur la formation du Petit Porteur. Ensuite, son entrée au trading, sa manière de trader, et puis on finit un peu sur soit de l'actualité, soit sur des actions, soit sur un peu ce qu'on sent sur le trading. Voilà Christophe. Donc, ta formation de base a-t-elle quelque chose à voir avec le trading, les finances ou le commerce ou rien du tout? Non, rien du tout. Mhm. Je suis même pas allé jusqu'au bac, c'est pour te dire. D'accord, J'ai quitté en fait en fin de la troisième pour faire un apprentissage en ébénisterie. d'accord. Donc tu vois, ça n'a aucun rapport ni de près ni de loin avec le domaine ou le monde de la finance ou de la banque en fait. Mhm. Voilà. D'accord, rien à voir. Je peux te demander quel âge tu as? Oui, alors ben, j'ai bientôt 58 ans. D'accord, 58 ans, Voilà. donc tu es né L'année passe. en 64. 64. 64, Ouais, c'est ça. ouais, ouais, D'accord. ouais, ouais. Ton premier trade, enfin trade, peut-être au début, c'était plutôt ta première entrée en bourse, ton premier contact avec la bourse, comment ça s'est passé? Comment je suis arrivé en bourse, tu veux Voilà, dire? c'est ça, oui. Oui, d'accord. Donc c'était une discussion entre copains du sport en fait, et on se disait ben, comment tu investis? Ben, moi c'est livret A, moi c'est les SICA, voilà. Donc en fait on m'a mis en relation avec un banquier pour que j'ouvre un compte. Enfin c'était pas une obligation, mais je veux dire le gars il était sympa, il est venu à domicile. Mais Mhm, lui, effectivement, bon, il cherchait à me vendre des SICAV, et puis moi, je ne sais pas pour quelle raison, je cherchais à acheter des actions, en fait. mhm, Donc, on a finalement trouvé un compromis. J'ai fini par ouvrir un compte. J'ai acheté quelques SICAV au départ ben, pour lui faire plaisir. Et une fois que j'ai revendu ces SICAV, ben, je me suis adonné à ma future passion, qui est donc la bourse, et j'ai commencé à acheter mes premières actions. d'accord. On est Voilà. vers quelle année là? Alors là, on est en janvier-février 1987. Ah, d'accord. Il n'y avait même pas d'ordinateur à l'époque. Non, pas du Ouais. tout. Ça revient exactement à ce que tu as dit dans une interview il n'y a pas très longtemps, qu'il fallait remplir un bordereau, Mhm, il fallait l'emmener avec sa propre voiture. J'avais la banque qui était à peu près à 8 km, donc ouais. j'avais presque, en tenant compte des embouteillages, un petit peu, des fois une demi-heure. Tu arrivais à la banque, il fallait faire la queue au guichet. Tu Mhm. arrivais devant la guichetière, elle te mettait un tampon sur le bordereau, mais tu lui disais, mais vous passez par l'ordre. Ah non, 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 moi je ne peux pas passer l'ordre. Ouais. C'est le conseiller, lorsqu'il aura fini avec son client, probablement en train de vendre un prêt immobilier ou un truc comme ça, qui se chargera de téléphoner à la salle de marché. Donc tu vois, c'était vraiment très très archaïque. Les frais Mais à tu l'époque de t'es mémoire, exécuté le jour même, le lendemain? Comment ça se passait alors, bah, si ça se passait bien, ça pouvait être exécuté le jour même, mais moi, je n'avais pas un retour immédiat de l'exécution. Il fallait Mhm, que j'attende à peu près 48 heures pour avoir une réponse par courrier comme quoi l'ordre a été exécuté à tel mhm. prix pour tel montant avec tel frais, quoi, tu vois. Ouais. Donc, si tu voulais faire une opération d'aller-retour, Ouais. bah, tu passais ton ordre d'achat le lundi. Le mercredi, tu savais que tu l'avais, donc tu pouvais repasser un ordre. Et le vendredi, tu savais que tu avais revendu. Donc le day trading, c'était vraiment Ouais. pas l'idéal à C'était ce pas moment-là. ouais, hmm. D'autant plus que les Moi, j'ai frais, connu ça, mais j'ai connu après, l'évolution d'après, c'était le téléphone. C'était fin oui, des années 90, ça. oui, oui, oui. Après, ça allait très vite Hmm. entre le téléphone. Il y a eu le Minitel aussi que Ouais. tu n'as pas cité. Ah, ouais. Euh, Moi, je suis passé beaucoup sur le Minitel parce que le téléphone, en fait, il fallait donner une autorisation, genre une espèce, qu'on appelle ça de nouveau, une espèce de procuration, en fait, pour pouvoir
que le conseiller puisse transmettre les ordres en fait. Mhm. Donc du coup, moi je l'ai pas fait par téléphone, mais c'était juste la période aussi du Minitel, donc j'ai passé pas mal les ordres par Minitel à l'époque, et après est venu Internet, et le reste, ben, tout le monde le sait comment ça se passe maintenant, quoi. Ouais. Juste une petite parenthèse encore, c'est que quand j'ai débuté, les frais d'achat de mémoire, c'était le Crédit Agricole à l'époque, je crois que c'était 3,20% de frais à l'achat Ah et ouais, autant à la vente. d'accord. Donc autant dire que ça décourage en fait toute la spéculation et la volatilité qu'on a maintenant sur les marchés, Mhm. parce que maintenant on fait un aller-retour grosso modo avec 0,20% de frais à peu Ouais, près, c'est quoi. ça. Mhm. Mhm. Moi, je suis chez De Giro, c'est 50 centimes. Oui, chez De Giro, c'est spécial, c'est encore moins cher. Mhm. Mais disons, si on prend les autres courtiers, là je suis chez Saxo actuellement, c'est à peu près 0,10% l'achat, quoi, en fait. Mhm. Donc l'aller-retour, ça fait 0,20, donc ça fait quand même une sacrée Rien à différence voir, par ouais. rapport à 35 ans en arrière, hein, voilà. Mhm. Et comment ça s'est passé donc c'est ce premier trade, ce Alors premier. ce Mhm. premier trade, eh ben, comme on dit, j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que Mhm. c'était pas de l'expérience du tout à l'époque, c'est vraiment un coup de chance. Je regardais le journal tous les jours. Encore une fois, je reviens en arrière, il n'y avait pas d'internet, donc pour connaître les cours, il fallait lire le journal tous les jours. Dernière Et page, je hein, voyais c'est cette ça, action. hein. C'est la dernière page ou l'avant-dernière page. Oui, mais ça Ouais, dépend. Le journal qu'on prenait, en fait. ouais. J'ai acheté parfois la Tribune, parfois je prenais le journal régional, en fait, où il y Mhm. avait toujours un encart sur la bourse, en fait. Et donc, je regardais une action et je voyais cette action qui montait, qui montait, qui montait. Tous les jours, ça montait. Je me suis dit, bon, ben, il n'y a pas de raison que lorsque moi je l'achète, ça monte plus. Donc, du coup, je l'ai acheté. Effectivement, elle a continué de monter. Et dans les 3 mois qui ont suivi, à peu près, j'ai dû gagner 87% sur cette valeur-là. Bon, Énorme. j'avais pas investi énormément, c'était en francs, mais on va dire au jour d'aujourd'hui, ça ferait à peu près l'équivalent de 3000 euros. Donc ça m'a Mhm. quand même fait gagner à peu près 2002, 2003 en plus-value. Donc c'était une belle opération. Et comme beaucoup de gens, ben, quand on réussit un beau coup comme ça la première fois, on croit finalement qu'on a déjà dompté et maîtrisé le marché, ce qui est une grave erreur, parce que par la suite, on se rend compte qu'on est complètement à l'ouest et que c'est pas aussi facile que ça, quoi, en fait. Ouais. Donc, dans les trades qui ont suivi, j'ai eu quelques pertes et qui m'ont ramené ma plus-value à zéro. Puis venait en fait la période des privatisations du gouvernement Balladur. Donc il y a eu pas mal d'entreprises comme Renault, il y a eu TF1, il y a eu Matra, il y a eu Suez. Bon, c'était tous les groupes en fait qui se sont fait nationaliser. Non, privatiser, Privatisé. pardon. Mhm. Je me suis Ouais. trompé. Et donc, ça permettait en fait d'acheter des titres qui gagnaient pratiquement 20% lors de leur introduction par rapport au prix d'achat. Et en plus de ça, si on les conservait 18 mois, on gagnait une action gratuite pour 10. Donc, c'était un bon moyen de raccrocher à la bourse et de refaire des gains, de repartir du bon pied, quoi, en fait. Mhm. Sauf qu'en octobre 1987, pour ceux qui ont connu, il y a eu le grand crack, un crack important, au moins aussi important que celui du Covid qu'on a connu il y a 2 ans. C'était lié à quoi? Parce que je me souviens plus, moi. C'était. Franchement, j'étais à mes débuts et je crois qu'il y a eu je sais pas, il y a eu une panique probablement par rapport au taux. Les stops ont sauté et il y a Mhm. eu un effet boule de neige. En fait, plus les stops se déclenchaient, plus ça déclenchait d'autres stops qui étaient plus bas parce qu'il n'y avait pas de... Quoi on appelle ça maintenant? Je De sais plus. réservation? Non? Non, c'est pas la réservation. Il y a une espèce, quand la bourse perd au-delà, par exemple, de 5%, ils stoppent toutes les cotations, en fait, toi, pour pas aggraver, pour que les Ouais. traders Je crois reprennent que leur c'est risque. les US, c'est 12%, je dis pas de bêtises, je sais plus, hein. Ouais. 12%, ça me paraît beaucoup. Ouais. Mais bon, enfin bref, il n'y avait pas ça à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a eu une accélération baissière très puissante et Mhm. que ça a lessivé un petit peu tout le monde, quoi, tu vois, voilà. Donc, ben, du coup, ben, je me suis retrouvé de nouveau en négatif. Et des fois, en allant faire les courses, ou en allant me balader dans les supermarchés, il y a toujours un rayon librairie. Et j'ai commencé à feuilleter quelques livres. Bon, il n'y en avait pas énormément hein, sur la bourse, il y en avait très peu, peut-être deux ou trois ou quatre, gros maximum. Et j'en ai feuilleté un et il disait que ben, si les choses vont mal en France, ça ne veut pas dire que ça va mal à l'étranger. Donc du coup, en rentrant chez moi, j'ai repris mon journal, j'ai regardé le marché étranger et j'ai vu que ça se passait apparemment relativement bien au Japon à cette époque-là. Mhm. Donc j'ai décidé bah, de prendre un titre, un peu au hasard toujours, hein, comme ça. J'ai pris Itachi et j'ai gagné 26% à peu près en 6 semaines, on va dire, un mois et demi.
Et donc, à partir de là, je me suis dit, waouh, c'est intéressant, finalement, on apprend des choses qui sont valables dans les livres. Alors, c'est sûr que le livre, il va peut-être pas t'apprendre quelque chose de la première page à la dernière page, mais il y a certains chapitres ou certains passages qui peuvent t'apprendre des choses ou te permettre d'évoluer. Donc, du coup, je suis retourné dans ce magasin, j'ai acheté le livre et je l'ai potassé complètement. Et à partir de là, ben, j'ai continué à évoluer tout simplement par la lecture, parce que c'était la lecture, dans un premier temps, qui était disponible relativement facilement. À l'époque, une fois de plus, il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de formateur, donc il fallait vraiment se former sur le tas et de temps en temps arriver à interpréter les livres de certains auteurs, voilà, pour arriver à progresser et à gagner un petit peu d'argent. D'accord, mais on parle pas d'analyse technique, on parle juste de... C'était Non, plus parce de que la comme il y avait, psychologie ou l'analyse il y avait fondamentale ou même pas du tout? non, pas de fondamental, parce que moi je suis pas Mhm, fondamental du tout, bien que je suis passé un petit peu par là, mais beaucoup plus tard, en fait. mhm, Euh, Quant à l'analyse graphique, eh ben, il n'y avait pas d'ordinateur, hein. On est toujours, là, on est à peu près en 1988. Donc, mhm, je ne dis pas que les ordinateurs n'existaient pas, mais ils n'étaient pas rentrés chez le particulier comme ils le sont actuellement maintenant, où on doit être mhm. à facilement 99% d'ordinateurs, Ouais, quoi, tu vois, même dans peut-être chaque plus, hein, foyer. peut-être deux, oui, oui. Mhm, Donc à l'époque, c'était pas le cas, il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas de graphique. Il aurait fallu vraiment les faire à main levée sur un papier millimétré ou quelque chose comme ça. Mais donc non, c'était vraiment comme ça, c'était un petit peu au pif. Je regardais les cours tout mhm. simplement sur le journal et quand je voyais que ça avait plutôt tendance à monter, ben, je me suis dit bon ben c'est sur cette valeur qu'il faut investir quoi, toi. Puis je voyais en parallèle qu'il y avait d'autres titres où tous les jours ça perdait un petit peu, toi. Je me suis dit bon ben, c'est pas sur celle-ci qu'il faut investir. Donc c'est vrai, c'était vraiment très 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 basique au Du trend départ. following, quoi, suivre la tendance. Oui, Ouais. d'une certaine façon, mais par la lecture Mhm. des prix de clôture, tout simplement. Voilà. D'accord. Il n'y avait pas de moyenne mobile, il n'y avait pas d'indicateur, il n'y avait pas de graphique. Mais bon, ben, tout ça, finalement, après, avec la lecture, donc là, moi, j'avais commencé avec les actions. Ouais. Après, donc, j'ai commencé à prendre les bons de souscription. Les bons de souscription, c'était souvent rattaché à une augmentation de capital. C'était des petits bons, une fraction d'action, disons, qui permettait, lorsque l'action montait, de gagner pas mal dessus. Mhm. C'était intéressant, mais il n'y avait pas un panel vraiment très très large. Donc, mais parfois, il y avait quelques bons qui étaient intéressants. De là, je me suis mis aux obligations. Donc, j'ai appris les obligations à taux fixe et j'ai appris les Mhm. obligations à taux variable et les convertibles également, que j'estime être des bons produits. Mais pareil, il n'y a pas énormément de choix. Donc, finalement, on finit par laisser tomber. Un petit peu plus tard, je me suis mis aux options du MONEP. Alors là, ça a été Ah un grand oui. moment. Le MONEP, je crois que ça n'existe plus, mais bon, les options, ça existe toujours. Et ces fameuses stratégies. Donc, il y a des stratégies comme le stellage, la box, le butterfly, le condor, Ah la mais t'as reverse. touché à tout alors finalement, ouais. Parce que Et oui, en les fait, je suis options, passé comme c'est un peintre, pointu. tu vois. C'est pointu les options en plus, hein. Mhm. Oui, tout à fait. Alors, je pourrais te raconter une anecdote, mais tu vas rigoler. Mhm. À l'époque, j'étais au Crédit Mutuel. J'avais changé, hein, donc j'étais passé parce que c'était trop cher, donc le Crédit Agricole, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je suis passé au Crédit Mutuel qui avait des frais de transaction qui étaient plus intéressants. Et en fait, quand je suis allé voir le conseiller, parce que l'ordre, je ne pouvais pas le transmettre en fait au guichet, donc il a fallu que je voie le conseiller et que je lui ai demandé de passer un ordre sur le monnaie. Puis il m'a dit quoi? Sur quoi? J'ai dit le monnaie. Ouais. Le monnaie? C'est quoi le monnaie? J'ai dit ouh là là. J'ai dit D'accord. maintenant, ça y est. Ouais. Et en fait, franchement, toi, en plus, le gars était un passionné de bourse et il ne connaissait pas le monnaie. Donc en fait, il a téléphoné devant moi au siège social, enfin social mais régional, Mhm. pour qu'on lui envoie une documentation. Donc, il s'est fait envoyer par fax, je sais pas, 7 ou 8 pages sur le monnaie pour savoir comment ça fonctionnait, ce que c'était, avant de pouvoir transmettre mon ordre. D'accord. Donc, pour te dire que vraiment, j'étais sur beaucoup de choses, je suis en avance sur beaucoup de choses, mais le fait d'être en avance ne fait pas forcément qu'on soit gagnant sur plein de choses. Parce que, Il faut avoir le bon produit au bon moment et sur le bon marché. exactement, voilà. Donc, ben, c'est pareil, sur le MONEP, la première, ben, tiens, on va continuer un petit peu sur ça brièvement. Mhm. La première option que j'ai prise, je me souviens, c'était sur Alcatel et j'ai dû gagner en quelques jours à peu près 400% parce que ça va très vite, hein. Tu achètes en fait Mhm. un produit, hein, qu'on appelle une prime, Ouais. une option peut-être à l'équivalent d'1 euro aujourd'hui. Donc, tu vas en prendre 1000 par exemple, ça va te faire 1000 euros. Et comme c'est qu'une fraction du prix de l'action, si l'action se met à gagner 10%, toi, tu peux gagner presque 200%. Ça va très vite dans un Ouais. sens T'as comme un dans effet de l'autre. levier alors. Oui. Oui, qui est monumental, en fait, surtout si on les choisit mal, hein. Mhm. Donc moi, je les ai mal choisis parce que je cherchais, plutôt que de chercher la sécurité, je cherchais le gain. Donc, mais par contre, ça s'est quand même bien passé sur le premier achat.
où j'avais gagné à peu près 400%. Et j'ai renouvelé l'expérience avec une somme beaucoup plus importante. De mémoire, c'était Accor à ce moment-là, le groupe Accor. Et là, par contre, ça s'est très très mal passé. Je crois que j'ai perdu 95% de mon investissement en Mhm. même pas 24 heures. Mhm. Voilà, l'option, elle est tombée à 1 centime. Après, tu pouvais quasiment même plus la négocier, quoi, tu vois. Mhm. Donc, je me suis dit, bon, c'est bon, on oublie, on Ouais. passe à autre chose. Voilà, donc, mais bon, ça m'a permis quand même de découvrir de différents points de vue, de découvrir la volatilité, parce que les options sont très rattachées à la volatilité, à l'histoire de la valeur temps aussi, hein. Il y a une valeur temps qui a un rôle assez important dans le calcul des options. Et c'était un petit peu la mode aussi à ce moment-là, on devait être à peu près vers 1095, où les varans ont commencé à apparaître. La Mhm. Société Générale, principalement, avait commencé à émettre des varans. Alors, il y en avait sur principalement les grosses valeurs du CAC 40. Mais alors ça, par contre, pour moi, je suis désolé, mais c'est une arnaque Mhm. monumentale. Il y en a, je ne sais pas combien, Ouais. qui ont dû se faire avoir avec ça en achetant des produits, pensant qu'ils allaient devenir riches parce qu'ils achetaient des varans à 20 centimes et qu'ils en ont vu quelques-uns qui sont arrivés à 4 ou à 5 euros, alors que la plupart, quand tu les achètes à 20 centimes, ils vont finir à 1 centime, quoi, tu vois. Mhm. Et parce que tu as une valeur temps qui joue contre toi et c'est Enfin, vraiment. t'as une valeur temps qui joue contre toi, mais en plus, après, il y a des nouveaux varants qui sortent et c'est plus intéressant d'avoir les nouveaux que les anciens. Donc tous les anciens Oui, sont vendus et puis ils partent à zéro. Ouais. exactement, parce qu'en fait, quand tu prends l'échéance suivante, tu regagnes 3 mois de valeur temps, en fait, toi. Mhm. Et c'est surtout, en fait, tu n'achètes pas la valeur intrinsèque de l'option, mais tu achètes sa valeur temps. Et plus le temps s'écoule, moins vaut ton option. Surtout, à plus forte raison, disons, que si le prix du sous-jacent, c'est-à-dire l'action, part à la baisse, toi. Donc, Mhm. c'est vraiment quelque chose que je déconseille à tout le monde. Je ne sais même pas si ça existe encore, les varants actuellement. Voilà. Suite à ça, donc je continue toujours ma formation personnelle, hein, donc j'ai lu qu'il y avait des petites actions sur le hors-cote qu'on appelle actuellement donc le marché libre, hein. Donc Mhm. c'est un tout petit marché avec des toutes petites entreprises où il y a très peu de cotations. Des fois il y a que deux trois cotations dans la semaine, voire deux trois cotations dans le mois. Donc c'est Mhm. vraiment épisodique. Et je me suis dit bon ben si c'est difficile d'analyser les grandes entreprises, c'est peut-être plus facile d'analyser les toutes petites. Et je me souviens, donc j'étais en train d'analyser une entreprise qui s'appelait à l'époque Georges Allais. C'est une entreprise qui fabriquait l'intérieur des voitures V2N du TGV. Donc V2N étant voiture à deux niveaux. C'était au Mhm. moment où les TGV commençaient à avoir des wagons à deux étages en fait, hein. Donc ils faisaient tous les sièges, enfin tout l'intérieur, le plafond, les luminaires. Et je me suis dit, bon, ben, comme justement la SNCF est en train d'équiper tout son réseau avec des voitures V2N, je me suis dit, ça va être une super opportunité. Donc, je me suis fait envoyer les bilans à la maison et c'est là où j'ai commencé un petit peu l'analyse fondamentale. Je me suis aussi acheté un livre qui permettait de comprendre les bilans et le compte des résultats, hein, afin de pouvoir l'interpréter de boursièrement parlant. Ben, la société, bon, je prends un exemple de prix comme ça, tout à fait bidon, parce que je ne m'en souviens plus, mais imaginons qu'elle cotait 10 euros l'action, elle avait pas de dette, et elle avait l'équivalent de cash dans ses comptes pour 12 euros. Donc D'accord. c'était vraiment une bonne affaire. Je me suis dit, Mhm. waouh, c'est exceptionnel, il n'y a pas du tout de dette, enfin si j'ai bien compris, hein, apparemment ça devait être bon, mais bon. Mais en fait, c'est pas pour ça que l'action montait. Au contraire, elle baissait, elle continuait de baisser, de baisser, de baisser, pas beaucoup, mais 2% par-ci, 3% par-là, tu vois. Et je comprenais rien. Je me dis, bon, allez hop, c'est bon. J'ai tout largué, j'ai tout revendu avec des pertes et j'ai laissé l'analyse fondamentale de côté Mhm. parce que je me suis dit, finalement, ça ne m'apporte rien. Et à cette période-là, donc on était déjà arrivé maintenant sur l'informatique, hein. Mhm. Donc ben, ça me permettait déjà de commencer à visualiser un petit peu les premiers graphes, à faire un petit peu d'analyse graphique, technique, parce que je suis d'abord passé en fait sur le technique, mais on va revenir un petit peu sur ça après si tu veux. Ouais. Et j'ai fini, entre guillemets, ma formation par le SRD. Donc le SRD, c'était principalement le fait d'acheter avec du levier, hein, puisqu'on pouvait aller Mhm. jusqu'à 5, je ne sais pas si on peut encore, et la VAD. Voilà, donc je me suis mis un petit peu à la VAD pour comprendre plus les mécanismes, disons, que pour vader réellement, quoi. Voilà. Donc grosso modo, ben, on va dire que j'ai fini à peu près ma formation, bien qu'on apprend toujours encore, hein, j'ai appris encore beaucoup plus tard, mais ça a été la première partie de mon parcours éducatif, on va dire, en ce qui D'accord. concerne la bourse. Après, t'es passé plus agressif alors avec les courtiers online, tout ça, Oui, oui, les graphiques. C'était la tout à grosse fait. sortie de Boursorama en 80, Mm. 98, 99, je crois. Ça a fait un boom Oui, monstrueux. oui, Moi, parce à que l'époque, c'est j'avais celle. un compte chez ING Direct, si je dis pas de bêtises. C'était l'un Mm. des pionniers avec Fortuneo aussi.
Mm. Ouais. Alors moi, j'étais passé chez Cortal. Hmm. J'ai quitté donc le Crédit Mutuel pour aller chez Cortal, c'était le premier courtier en ligne, je crois, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Peut-être, ouais. C'était vers 98 à peu près comme Hmm. ça, donc ils avaient pas de guichet ni tout ça, tu vois. Donc Hmm. bah, du coup, ça permettait d'économiser sur les frais pour eux, et ils le répercutaient sur nos frais de transaction. Donc on avait des tarifs vraiment très intéressants. Et ben voilà, donc là, ça m'a permis de commencer à négocier beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et puis, comme tu dis, avec Boursorama, il y a eu l'arrivée Ouais. des premiers graphiques. Il n'y avait pas encore les plateformes qu'on connaît aujourd'hui, mais Mhm. c'était déjà super bien parce que ça permettait de mettre en application en fait ce qu'on lisait, ou du moins ce que moi j'ai lu dans les livres. Quand on disait, voilà, il y a telle figure, il faut acheter au-dessus de telle moyenne mobile, je dis, mais attends, je les trouve où, moi, les moyennes mobiles, toi? Quand tu n'as pas de graphique, tu as beau lire ça te sert à rien, quoi, tu vois. Mhm. Et là, en fait, ben, le fait d'avoir les premiers graphiques qui arrivaient, le fait de pouvoir paramétrer ces premières moyennes mobiles ou de mettre un stochastique ou un RSI, et ben, ça permettait de visualiser, en fait, ce que tu avais lu quelques années Ouais. auparavant à travers les bouquins. Et à partir de là, y a un deuxième travail qui s'opère, c'est-à-dire tu cherches à vérifier le bien fondé de ce que tu as lu, tu vois. Parce qu'à partir du moment où je pouvais visualiser les moyennes mobiles, ou voir un ou deux indicateurs, ça me permettait de vérifier le bien fondé de ce que j'avais lu, parce que souvent, lorsqu'on lit quelque chose dans un livre ou même dans une formation, à la limite, on a toujours les beaux graphiques qui justifient que ça fonctionne en fait. Mais quand on regarde sur un panel beaucoup plus large, on s'aperçoit qu'il y a des moments où les graphes ne sont pas propres du tout et que le système ne fonctionne pas. Donc ben, il a fallu encore là-dedans un petit peu dégrossir et voir pourquoi ça fonctionne sur certains graphes et que ça ne fonctionne pas sur d'autres. Tu vois, voilà. Donc là, il y a encore tout un process de recherche, de travail, où tu dois supprimer en fait les actions qui ne sont pas, on va dire, dans le vent. Et justement, celles qui ne sont pas sous les feux du projecteur sont celles justement qui ne montent pas. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, on regarde, on voit que c'est les pétrolières qui marchent bien. Ben, si on cherche maintenant des valeurs de croissance ou des valeurs technologiques, eh ben, si tu appliques des indicateurs, ça ne va pas véritablement fonctionner parce que l'action en elle-même, elle n'est pas véritablement vouée à la hausse. Tu vois. Alors que si tu appliques maintenant un indicateur sur une action qui est sous les feux des projecteurs et qui marche bien parce que c'est voilà, sa période, c'est son secteur qui veut que ça marche bien, ben, le graphique est beaucoup plus propre, ton taux de réussite est beaucoup plus important et les indicateurs fonctionnent nettement mieux. Voilà. Donc, il y a eu tout ce travail, en fait. Donc, j'avais commencé plus ou moins à élaborer, on va dire, un process ou un processus. Et c'est là où j'ai découvert, en 1997, le livre de Stan Weinstein, hein, donc gagné en bourse à la hausse comme à la baisse. Et ce livre a vraiment, vraiment été une révélation pour moi. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, je l'ai lu intégralement dans les 24 heures qui ont Mhm. suivi. Je l'ai lu une seconde fois dans les 24 heures suivantes encore. Donc, en 48 heures, je l'ai lu deux fois. Mhm. Et en une année, j'ai bien dû le lire à peu près 12 fois. Je m'en suis Ah vraiment, ouais. vraiment imprégné parce que le jour où j'ai refermé le livre après sa première lecture, j'ai senti en moi un changement profond. Je me suis dit là, maintenant, plus jamais je ferai retour en arrière. Plus jamais je ne perdrai parce que j'avais compris tout ce mécanisme en fait de phase, hein, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, qui est très bien expliqué par Sandstein. Et j'avais plus ou moins compris ça déjà avant, mais c'est un peu comme si tu as un puzzle, Ouais, tu vois. tu le sentais, mais Je le sentais, ouais. mais j'arrivais pas à le matérialiser en fait. Toi, c'est un peu comme si tu as un puzzle avec plein de pièces, mais tu n'arrives pas à les assembler, donc tu vois pas l'image. Et en fait, le livre m'a permis d'assembler toutes mes connaissances pour avoir un process du début à la fin, c'est-à-dire où acheter, comment suivre une valeur, quand la vendre, toi. Et là, tout de suite, ça a été une révélation. Et d'ailleurs, ce livre est toujours un livre que je Ouais. recommande très fortement parce que pour moi, il est toujours d'actualité. Et même il a 30 ans, ben, au jour d'aujourd'hui, quand je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à avoir des portefeuilles dans le vert parce que le CAC ou le SP500 est en baisse, et ben, si on suit tout simplement ce que Weinstein a dit dans son livre et qu'on achète les meilleures actions des meilleurs secteurs, et ben, il y a moyen de gagner encore assez facilement, je dirais, au Mhm. jour d'aujourd'hui. Donc c'est toujours d'actualité, c'est un livre vraiment très intéressant. Quoi. Et qu'est-ce que tu as modifié pour gagner ton money management? Tu as diminué tes pertes? Tu as laissé courir tes positions ou... Alors, c'est-à-dire de ce côté-là, donc au Ouais. début, j'ai cherché à comprendre la bourse, hein, c'est tout ce que j'ai cité avant, mais après, il a fallu que je me comprenne moi, en fait. Ouais.
ça correspond à ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'il a fallu que je sache mais qui je suis en fait. Hein. Est-ce que je suis un day trader? Est-ce que je suis un investisseur long terme, un peu genre Warren Buffett? Ou est-ce que je suis plutôt un swing, quelqu'un qui va essayer de profiter? Donc j'ai essayé de faire un petit peu tout. Un jour j'étais day trader, un jour j'étais investisseur, toi, parce que je me cherchais encore et j'ai pas véritablement trouvé ma voie. Maintenant je l'ai trouvée. Mais je veux dire, à ce moment-là, je ne l'avais pas encore véritablement trouvé. Mais j'étais quand même plutôt quelqu'un qui cherche, on va dire, la performance. Mon premier objectif, c'est de trouver de la performance. Et le second, c'est de réduire le risque au maximum. Et le troisième, c'est de réduire le temps de travail. Ouais. Donc, en fait, parce que des fois, ça prend énormément de temps. Il y a C'est eu très l'époque. important, ça. Et quand tu arrives à ce moment-là, c'est que t'es vraiment au-dessus, hein. Voilà, et je pense, sans prétention de ma part, je pense que depuis peut-être 2 ans, on va dire, où je me suis remis à travailler à fond, justement, j'expliquerai peut-être un petit peu après pourquoi, je pense que j'arrive à réunir à peu près les trois. Tu Ouais. vois, donc, et subitement, quand tu arrives à ça, tu as un autre ressenti au fond de toi qui est très puissant. Il y a cette sensation que le trading, subitement, ben, c'est devenu quelque chose de facile, en Ouais, fait, ouais. c'est quelque chose de plaisant, tu Moi, vois, tu prends des... j'ai arrêté de trader parce que justement, je gagnais, mais ça me prenait trop de temps. Et à Oui, un oui, moment, oui. je me suis dit, bon, bah, si c'est pour gagner X milliers d'euros par mois, pour travailler 10 heures par jour, moi, je sais le faire en faisant autre chose, donc ça m'intéresse pas. Et là, je Oui, tout à fait. recommence à revenir justement en disant, il y a la pénibilité et il y a le temps et il y a le stress aussi. Et c'est très important, ça. Oui, oui, parce que c'est le cumul des trois qui est très important, parce que Mm. quand tu arrives à faire quelque chose de performant en contrôlant ton risque par le money management et en même temps en contrôlant ton temps, Ouais. c'est-à-dire en n'y passant pas 4 heures par jour, enfin pour moi, hein, je sais qu'il y en a, Mhm. ils aiment bien être derrière leur écran toute la journée, mais j'ai donné un petit peu, maintenant j'ai plus du tout envie de donner dans ce sens-là, mais si tu passes, et encore je passe plus de temps que prévu parce que je suis un passionné, Mhm. mais je veux dire, si j'enlève le côté passion, à la limite, je passe pas plus que 10 minutes par soir, ça Ouais. suffit amplement Ouais. pour des performances qui sont très bonnes, et j'irais même, moins tu passes de temps, meilleures sont tes Ouais. Ouais. performances. Après, tu as Parce le que tu... FOMO, tu as l'envie, tu as la Exactement. ludopathie, je sais pas comment on appelle ça. Mm. Oui, tu as le bruit de marché aussi, tout ça. Donc Mm. finalement, tu passes à côté de tout ça et tu auras que le principal, c'est-à-dire ce qu'on appelle, en fait, les Américains appellent ça le price action, l'action des prix. C'est la seule Mhm. chose, en fait, qui est véritablement intéressante. Tu auras les prix et les volumes. Pas tout le temps les volumes, tu les auras à des moments spécifiques et ça suffit. Donc quand tu vois que tu es en tendance, c'est pas la peine de chercher midi à 14 heures, tu restes dans ta tendance, tu te fais aspirer, on va dire, à la hausse par le marché et jusqu'au moment où cette aspiration prend fin, et puis là tu sors, et puis c'est fini, quoi, tu vois. Alors D'accord. après, tu peux être très long terme, c'est-à-dire faire cette pratique en visualisant par exemple une moyenne mobile 200. Donc à ce moment-là, tu fais du trend following, un peu comme fait Adrien, d'ailleurs que je salue Mhm. au passage, parce que je connais Adrien et j'aime bien. Et Adrien Picot, hein, pour ceux Mhm. qui n'ont pas compris. Ou alors, comme moi je fais, c'est-à-dire sur un horizon temps plus court, c'est-à-dire on va dire par exemple une moyenne mobile 50. Tu vois, voilà, j'essaye de prendre des trades en formation en début de retournement de hausse de moyenne mobile 50 et j'essaye de les vendre lorsque je vois que la tendance s'essouffle, que la moyenne mobile 50 commence à s'aplatir et perd de sa dynamique. D'accord, c'est-à-dire que toi tu prends, on va passer dans le setup et dans la stratégie. Alors, Oui. tu regardes d'abord quelle unité de temps, tu travailles sur quelle unité de graphe, quelle unité de temps? Alors, grosso modo, on va dire, je vois très majoritairement le journalier, hein, le D'accord. daily. Mais disons, si je veux être sûr de ne pas me tromper, parce que je trouve que le daily, en fait, par moment, ne te donne pas toute l'information. Mhm. Donc, tu penses qu'il y a une tendance, en fait, haussière qui se dessine, tu vois, et si tu passes en hebdo, tu t'aperçois que tu es dans un range. Donc, Ouais. du coup, elle va aller où ta tendance haussière? Elle va pas aller bien loin, tu vois. Et si tu regardes ton graphe mensuel, tu t'aperçois que finalement, tu es peut-être même dans une tendance baissière. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle un bull trap. Un bull trap, c'est-à-dire que Mhm. tu vas avoir un départ, tu vas peut-être gagner 5, 10, 15% gros maximum, et après, boum, ça va retomber comme un soufflet. Mhm. Donc, en fait, pour sélectionner mes valeurs, je commence toujours par le mensuel, en fait. Et le mensuel me donne une indication très forte sur la tendance en cours. Et généralement, ben, on dit bien que les tendances en cours ont tendance à se poursuivre hein, jusqu'au moment où elles prennent fin. Mais comme une tendance mensuelle, c'est une bougie représente déjà 21 jours de cotation journalier. Donc si on a 5 ou 6 bougies qui sont censées encore être haussières,
on a facilement 5 à 6 mois devant nous de visibilité, tu vois. Mhm. Et ça, je trouve que ça permet de réduire considérablement les erreurs au niveau de la prise de position. Après, donc, je redescends en hebdo et je regarde en hebdo si on est effectivement dans une tendance haussière en début, en fin, parce que ça, c'est important aussi, hein. Il ne suffit pas juste d'être dans une tendance haussière, parce que si tu es dans une tendance, un début de tendance haussière, tu as encore tout le potentiel qui est devant toi. Mais si tu es dans une tendance haussière qui commence à s'essouffler, certes, tu es dans une tendance haussière, mais quel est ton potentiel? On ne le sait pas en fait, hein, mais on se rapproche quand même de la fin. Il y a plus un Comment tu quart d'heure. identifies un début de tendance haussière, toi? Par quel tes indicateurs, c'est quoi? Comme je disais tout à l'heure, je suis très basique, donc moi, plus c'est simple, mieux ça marche et mieux je me sens. Les moyennes mobiles, pour moi, c'est excellent pour Ouais. définir un début de tendance, en fait. C'est-à-dire une mobile qui se cabre, un non-croisement, un croisement, être au-dessus d'une moyenne mobile? Un non-croisement, c'est déjà presque une stratégie, parce qu'en Hmm. fait, tu prends deux moyennes mobiles en même temps, en fait. On a une longue et une plus courte, mais c'est très efficace, Ah hein, je veux oui, dire, bah, pour à en l'époque. reprise de tendance, moi, c'est ce que je fais tout le temps. Et ça Oui, marche oui, dans toutes les unités de temps. En oui, mensuel, en hebdo, en 5 minutes, en 15 minutes, ça marche tout le temps, les non-croisements. mais ce que tu dis, c'est quelque chose de très important, et ça a toujours été un des buts que j'ai recherché, c'est que ce que j'essaye de trouver, je veux que ça fonctionne partout, sur tous les actifs et sur toutes les unités de temps. Parce que imagine qu'il faut paramétrer chaque graphique d'une certaine façon pour que ça fonctionne, tu t'en sors plus, tu Mhm. vois. Moi, quand je visualise, quand j'ai ma liste de valeurs que je suis, et je monte et je descends ma liste avec la flèche du haut, la flèche du bas sur mon clavier, je reste quoi, 2 secondes, 3 secondes sur un graphe, ça suffit. J'ai pas besoin de passer une éternité. Tu vois, je monte, je descends, ou enfin, on va dire je descends, allez, je descends, tac, 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 tac. Ça y est, j'ai visualisé 20 graphes, tu vois. Et en fait, après, s'il y a deux, trois graphes qui ont retenu mon attention, à ce moment-là, je reviens une seconde fois les travailler un peu plus longuement, mais ça me permet d'épurer très rapidement tout ce qui ne va pas et tout ce qui ne correspond pas, on va dire, à mon approche personnelle, Mhm. quoi. D'accord. Et alors, nous ton début de tendance favori pour toi, c'est quoi? Eh ben, disons, je vais appliquer ce que je n'appliquais pas trop au départ. Dans un premier temps, si je joue le sens de la hausse, et je ne prends aucune valeur qui est sous la moyenne mobile 200 déjà, et de préférence orientée à la hausse. Mhm. Voilà. Et à partir de là, donc, je prends actuellement, bon, je travaille beaucoup. Alors, c'est un peu délicat parce que des fois, j'essaie de changer les paramétrages, mais je m'aperçois que quand je change le paramétrage, des fois, c'est un peu mieux. Sur un autre graphe, c'est un peu moins bien. Donc, finalement, l'un dans l'autre, c'est à peu près pareil. Mais actuellement, j'utilise une moyenne mobile 35 parce que je trouve qu'elle est assez journalière, hein. J'estime qu'elle est assez, voilà, une bonne dynamique. Elle est un peu plus rapide que la moyenne mobile 50 et ça me permet de sortir un petit peu plus tôt, tu vois, Mhm. de prévoir une anticipation sur la fin de tendance. C'est-à-dire que le Euh, prix casse la moyenne 35, tu sors en fait. Ou le prix casse à la baisse, tu sors, le prix casse à la oui, hausse. pour la vente, oui, Hmm. pour la vente. Pour l'achat, alors ça dépend. L'achat, je suis pas toujours. Des fois, je vois mes valeurs un peu trop tard, mais bien que j'essaye de faire une watch list, mais des fois, je vois que le trade est un petit peu entamé, mais c'est pas bien grave parce que tu as des grands spéculateurs à succès qui disent que, comme je crois, je sais plus, je crois que c'est Dan Zanger, qui lui dit, bon, ce qui est important dans le jargon financier, c'est de prendre la viande. Et la viande, en fait, c'est ce qui se trouve en plein milieu de la tendance. Mhm. C'est-à-dire, tu perds les 15 premiers pourcents parce que tu n'es pas véritablement sûr. Enfin, je ne parle pas des 15% financiers, mais les Mhm. 15 premiers pourcents de la De la tendance, hein, hausse. Mhm. de la hausse, voilà. Tu les perds parce que tu n'es pas encore véritablement sûr que la tendance s'enclenche et tu perds ceux de la fin parce que en fait tu prends conscience que la dynamique elle est terminée, toi. Mais toi tu prends tout ce qu'il y a dans le milieu en fait, toi. Donc si tu enlèves les 15 d'en haut et les 15 d'en bas, tu prends les 60 ou les 70% du milieu et c'est avec beaucoup de sécurité en fait, tu vois. Mhm. Et donc moi il m'arrive parfois de rentrer un petit peu tard parce que j'ai raté le coche ou parce que je le suivais mais parce que le titre est parti trop vite d'un coup. Donc, mais ce que moi j'aime bien, c'est en fait que le titre soit au-dessus de sa moyenne mobile et fasse une toute petite consolidation sur trois quatre séances pratiquement au même prix. Tu vois, donc ça permet en fait à la moyenne mobile de commencer à prendre un biais haussier. Et là, souvent, c'est là où j'ai un ratio, euh, comment dirais-je, risque-gain-risque qui est à mon avantage. Tu vois, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu as beaucoup de trades gagnants ou tu as beaucoup de trades gagnants par rapport à des trades perdants ou tu gagnes beaucoup quand tu as un trade gagnant ou les deux, mon capitaine. Je me suis amélioré ces derniers temps depuis que je suis passé sur le marché américain parce que mes trades sont Ouais. beaucoup plus propres.
je trouve beaucoup mieux mon idéal, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, je prends un trade et je me fais rarement prendre à contre-pied. Enfin, ça m'arrive, attention, hein, bien sûr. Les deux derniers achats que j'ai faits sur des valeurs pétrolières, je les ai achetés un petit peu tardivement par rapport à la tendance. Et malheureusement, avec la baisse qu'on a connue la semaine dernière, ce sont des trades perdants. Voilà, tout simplement parce que je suis rentré. Alors, le graphe en lui-même, la valeur en elle-même, était à un point de cassure d'achat à la hausse, mais le marché a voulu qu'il y ait une consolidation relativement forte. Et forcément, donc la valeur n'a pas résisté à ça et je suis sorti en perte. Donc j'ai des pertes également. Mais cette année, elle est relativement bonne. J'ai au moins un taux de réussite. Enfin, ça va paraître peut-être un peu prétentieux, mais je dois être à bien 65% de taux de réussite D'accord. actuel, quoi. Cette année, hein. Et le L'année money dernière, management, c'est stop très court ou alors tu te permets des stops longs ah, c'est une très bonne question Ouais. parce que pendant un certain temps, il y a eu comment dirais-je, ce vent qui a voulu qu'on ait des stops très courts et c'est ce que j'ai fait justement avant de passer sur le marché américain et je n'arrêtais pas de me faire sortir. Je me faisais sortir, mais je me suis dit c'est une catastrophe. On a beau dire j'ai des stops à 2% et qu'on peut avoir 19 pertes consécutives, la 20e va tout rattraper, mais je te dis pas dans quel état mental tu es lorsque Bon, puis tu perdre accumules. 19 fois 2%, ça fait Voilà, 38, donc il faut vraiment que le 20e, il aille bien, quoi. voilà. Et d'un point de vue théorique, je suis tout à fait d'accord avec le système, ça fonctionne, mais d'un point de vue pratique, je pense que ça ne fonctionne pas. Parce que dis-moi, quelle personne va avoir un mental et un mindset suffisamment fort pour tenir à la 20e position pour rattraper tout d'un seul coup? Pour moi, c'est pas possible. Il y a que des pro backtest et des machins comme ça qui te calculent par le passé que c'est possible, parce que le pro backtest n'a pas d'émotion. Tu vois, si tu fais acheter le 30 mars 2020 au plus bas de la crise Covid, si on fait un retour en arrière, on va dire, ben voilà, il m'avait dit qu'il fallait acheter. Mais toi, en tant qu'homme, ou en tant que Ouais. femme pour les femmes, en tant qu'être humain, est-ce que tu aurais véritablement acheté, même si tu as un Et puis même backtest si tu as acheté ce jour-là, si tu prends une mèche de 5%, tu serais peut-être de... sorti. Exactement. Ouais. Ouais. Exactement. Donc, du coup, en fait, pour revenir à ta question, j'ai banni complètement les stops courts. Et depuis que je suis passé sur le marché américain, ça a même, j'irais presque plus que doublé. Parce que sur le marché français, j'étais à peu près pour trouver un stop correct à 10%. Et là, quand tu prends des valeurs qui sont issues du Nasdaq ou même tout simplement du marché américain, tu peux t'estimer heureux quand tu as un stop loss à 15%. Toi, je veux dire, D'accord. tu ne Ah sois ouais. pas touché, hein. Et pour certaines valeurs, ça va jusqu'à 40, hein. Et le Donc, gain, et le gain, c'est quoi? Parce que quand tu mets un stop à 15%, tu as un ratio gain-risque de combien? et voilà, ce sont des valeurs très volatiles, en fait, finalement, beaucoup plus volatiles que sur le marché français. Et quand tu rates certaines valeurs, eh ben, des fois, tu peux facilement faire un 6, 7, 8, hein, voire même beaucoup plus des fois, hein. Quand tu vois des valeurs qui gagnent 300% en un mois et demi, 2 mois, voilà, donc quand tu rentres, mais ce qui est important finalement, je me suis rendu compte avec le temps, c'est pas le niveau de ton stop loss. Le niveau de ton stop loss n'a pas vraiment d'importance en fait, qu'il soit à 2% ou à 20 ou à 40, c'est exactement la même chose. Ce qui est important, c'est le risque de ton capital, c'est-à-dire je Hmm. travaille sur 1% de risque. Et ce risque, que tu l'aies avec un stop loss à 2% ou que tu l'aies avec un stop loss à 20%, c'est la même chose. Le risque est le Hmm. même. Quand tu auras une perte, ta perte sera exactement identique, puisque ça joue en fait sur le volume de titres que tu achètes. Tu vois. Ouais. Donc effectivement, C'est-à-dire que tu si as tu mets un moins stop de... à 20%, tu achètes 10 fois moins de titres que si tu mets un stop à 2%, en fait. Pour Voilà, c'est schématiser. ça, Hmm. exactement. Mais comme en contrepartie, tu as un titre probablement plus volatile, donc la volatilité en fait de l'action va compenser l'absence de volatilité de celle où tu n'as que 2%. Parce que je mets au défi n'importe qui de m'acheter une action américaine avec un stop loss à 2%. Toi, Mhm. c'est quoi ton espérance de vie? Un quart d'heure, 20 minutes peut-être à tout casser, toi. Et voilà, si c'est pour accumuler finalement des pertes et qui vont détruire ton mental, donc c'est-à-dire ta volonté à gagner, à réussir, puis à te sentir bien, t'es pas gagnant en finale, quoi, en fait. Et Et depuis t'es que tu es sorti, là, comment tu fais? Tu remontes tes stops, tu te mets à break-even, ou alors tu gardes toujours ton stop de protection, parce qu'un stop de 20%, c'est plus qu'un stop loss, c'est un stop de protection, on va dire. oui, Et tu remontes ton stop après quand tu es en gain ou pas? oui, bien sûr, parce que Mhm. sinon, je suis dans un premier temps, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Voilà, j'achète, comme tu dis, avec un stop loss que moi j'appelle un stop loss initial, Mhm. hein, que je fais une abréviation INI en fait pour Mhm. initial, c'est le stop de départ. À partir d'un certain gain, logiquement, c'est R3, c'est-à-dire quand je gagne 3 fois le risque initial, je commence à passer en stop suiveur. Et j'essaie d'accompagner le mouvement aussi loin qu'il puisse aller. Et ton stop suiveur, c'est toujours ta première valeur. C'est-à-dire que par exemple, si tu prends 15%, si je comprends, quand tu es à plus de 45, tu le remontes
Et quand tu le remontes, tu es toujours à 15% de ton cours ou... Non, alors comme je t'ai expliqué tout à l'heure, logiquement, moi je suis approximativement actuellement la moyenne mobile 35 Mhm. journalière. Et à ce moment-là, je monte mon stop D'accord. suiveur sous la moyenne mobile 35. Mhm. Tu vois. D'accord. Mhm. Alors, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, si tu veux bien, pour expliquer Oui. pourquoi la moyenne mobile 35, parce que tout le monde suit la 50, tout le monde suit la 20, mais la 35, Ouais. pas la moindre idée. Eh ben, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent la moyenne mobile 7, en fait, en journalier, hein, justement Ouais. pour les non-croisements entre la moyenne mobile 7 et la moyenne mobile 20. Ben, la moyenne mobile 35, c'est tout simplement la moyenne mobile 7 hebdomadaire. D'accord. Voilà. Sauf que les puristes vont dire ah non, mais c'est n'importe quoi, une moyenne 35, c'est pas une moyenne. Alors, effectivement, si on regarde au niveau du calcul, c'est Mhm. pas comme dirais-je, à la dizaine de centimes près la même chose, puisque en fait la moyenne mobile hebdomadaire elle est calculée que sur le cours de clôture du vendredi, alors que là on a 5 cours de clôture en semaine pour la 35. Mhm. Tu vois. Mhm. Mais grosso modo, si on rentre pas dans ce détail de puriste, c'est approximativement la même courbe et qui évolue approximativement de la même façon. Donc, pour résumer, en fait, tout simplement, j'essaie de suivre les tendances qui se situent au-dessus de la moyenne mobile 7 hebdomadaire. Mais comme je suis beaucoup plus à l'aise sur une lecture journalière, je l'ai transformé en moyenne mobile 35. Voilà. D'accord. Ok. Donc, c'est tout. Donc, je vais continuer de répondre à ta question au niveau du break-even ou du breakout. Prenons un exemple d'un stop loss initial à 20%. Dès que je fais R1, c'est-à-dire que je gagne 20%, je remonte de moitié mon stop loss. C'est-à-dire qu'il n'est plus qu'à moins 10% de perte. Moins 10% de ta position de départ ou de ta position actuelle? De ta Non, de position... la position de départ, à partir D'accord. du moment où on gagne R1, c'est-à-dire D'accord. un R de gain. Hein. C'est l'équivalent de la perte si je le fais en gain. Donc si j'ai plus 20% sur le cours de clôture, à ce moment-là, au lieu d'avoir un stop loss à moins 20%, je le réduis à moins 10%. D'accord. Quand j'arrive à R2, je passe en breakout, c'est-à-dire je vais me mettre 1 ou 2% en dessous de mon prix d'achat. D'accord. Et quand je passe en R3, je passe en break-even, c'est-à-dire 1 ou 2% au-dessus de mon prix d'achat, sauf si j'ai un meilleur prix en mettant mon stop loss sous la moyenne mobile 35. D'accord. Parce que parfois, la moyenne mobile 35 est déjà bien au-dessus, donc Mhm. je me mets au-dessus de break-even, et parfois elle est encore un petit peu en dessous, elle a du retard. Donc à ce moment-là, je me mets juste break-even, et à partir du moment où la moyenne mobile 35 vient à dépasser mon break-even, je passe en stop suiveur. D'accord. Ok. Voilà, donc je pense que j'ai un bon contrôle de mes pertes au départ, et après j'ai un bon accompagnement sur la suite par un stop suiveur. Et les Mais sorties, tu t'attends de te faire sortir sur le stop ou tu prends sur un retournement ou en fin de tendance haussière? Comment ça se passe? j'adore cette question parce que c'est une question que je me suis posée souvent, et je vais sortir un terme que j'ai lu nulle part et que j'ai entendu nulle part, mais qui lui m'est propre. En fait, pour moi, le stop suiveur, c'est le stop du pauvre. Mhm. Tu vois. C'est-à-dire, on va prendre un exemple d'un titre au hasard. Imaginons que ton titre il monte jusqu'à 100 euros et ton stop loss se situe à 75. Il y a un retournement de marché, tu sors à 75. Donc, si tu as acheté par exemple à 50, c'est encore largement gagnant. Hein, tu Ouais. vas gagner Ouais, mais 50%. psychologiquement, c'est pas facile, hein, la descente de 100 Mais, à 75. Hein. mais tu as un manque à gagner. Hmm. C'est-à-dire, à un moment donné, tu étais à 100 et tu te retrouves à sortir à 75. C'est pour ça que j'appelle ça le stop loss du pauvre. Parce qu'en fait, ce stop suiveur, pour moi, il doit servir vraiment en cas d'extrême urgence. Toi, je veux dire, je sais pas, tu t'en vas, tu gagnes 1% sur le marché, tu reviens chez toi, boum, tu vois qu'il y a moins 8%, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il doit te protéger pour ce genre Hmm. d'événement, mais pas te protéger pour une cotation qu'on pourrait considérer comme normale, en fait. Donc, il est beaucoup plus rentable de sortir, j'irais presque à l'aveugle, c'est-à-dire presque sans indicateur, mais quand tu sens qu'il commence à y avoir un petit peu d'irrationalité en fait dans le mouvement haussier, tu commences à sortir même en plusieurs épisodes. Hein, La tu peux distance sortir. entre la M20 et le cours quand tu Par vois un excès exemple, haussier ou un truc comme ça. justement, il y a eu des traders à succès, là j'ai plus le nom, mais qui pratiquent ça, hein, et ils ont dit qu'ils ont commencé à faire des fortunes monumentales justement dès qu'ils mesuraient que l'écart devenait trop important, par exemple entre une moyenne mobile 35 et le prix. Donc c'était pour eux le signe que voilà, il y avait un excès haussier, Enfin, je fais même tous les si trucs des winners et je gagne pas. Qu'est-ce qui se passe ici alors? mais ça va venir, ça va Ah venir, ouais. ça va venir. Déjà il faut y croire parce qu'en fait toute Ouais, je sais réussite bien, je commence par rigole. y Ouais. penser. Voilà.
Voilà, donc en fait, et tu t'aperçois finalement que quand tu sors, même par exemple au hasard, on va dire, tu sors à 85 euros, hein, on a pris l'exemple d'un plus haut à 100, tu sors à 85 avec un tiers, tu ressors avec un tiers à 95, ton titre il chute, donc il n'y a pas de nouveau plus haut, donc tu ne vends pas, il te reste un tiers de position et tu sors avec ce tiers à 75 sur ton stop loss. Et bien là, tu augmentes considérablement le profit de ton trade, tu vois. Mhm. Et si tu fais ça, si tu le répètes à l'infini sur tous tes trades haussiers, eh ben, ça peut créer une différence monumentale en Ouais, fin d'année sur ton portefeuille. ouais. Et même si tu gagnes ne serait-ce que 10% de plus sur ton portefeuille, c'est-à-dire en temps normal, tu aurais gagné 20%, et là, tu fais 30%, donc ça te fait un écart de 10%. Mhm. Maintenant, tu sais tout comme moi, Les la intérêts puissance composés. Mhm. voilà, la puissance des intérêts composés. Imagine que tu appliques ce process pendant 10 ans. Ben, tu vas avoir une différence monumentale juste parce que tu grattes quelques pourcentages en fait sur chacun de tes trades, tu vois. Et je me suis rendu compte d'un deuxième phénomène, c'est que quand tu vends comme ça un petit peu à la volée, ben, tu t'aperçois que finalement, en supposant que tu aies tort et que le titre continue de monter à 100, 110, 120, 130, 140, eh ben, il faut au moins 2 mois à peu près pour que la moyenne mobile qui était à 75 arrive au niveau de tes ventes. Mhm. Voilà, pour que ta moyenne mobile qui était à 75 arrive à 85 ou à 95, qui ont été les deux premières ventes, ben, il te faut presque 2 mois. Et en fait, ces 2 mois, ben, cet argent que tu as vendu, tu peux te repositionner soit sur une autre valeur, ou soit te protéger ton portefeuille en baissant la volatilité parce que tu estimes qu'on rentre peut-être à la fin d'un mouvement au niveau des indices, donc il est mieux de repasser peut-être un petit peu en cash. Voilà, donc Ah bah, c'est c'est un peu justement ma question. T'es toujours sur le marché ou t'es parfois beaucoup en cash ou comment ça se passe? Parce que, quand on gagne comme toi, après le but du jeu c'est de chercher le moins de pénibilité possible puis le meilleur Hum, rendement possible aussi. C'est-à-dire qu'en fait c'est oui. peut-être sortir d'une action qui va te rapporter 5% en une semaine pour aller sur une action qui va te rapporter 15 quoi. Donc est-ce que t'es toujours liquide ou enfin plutôt le contraire? Est-ce que tu es toujours sur le marché ou parfois tu es liquide et comment tu fais ton arbitrage si tu le fais? C'est une bonne question aussi. J'ai peut-être pas vraiment trouvé Ouais. la réponse parfaite en fait. C'est vrai que je rate déjà le marché dans sa globalité. Bon là maintenant c'est vrai qu'on est rentré pour moi. Hein, pour moi on est rentré dans un marché baissier. Donc à Pour moi partir du aussi. moment où la moyenne mobile 200, Et c'est pas fini. Pour oui moi et aussi. c'est pas fini. Ouais. On devrait, hein, je touche du bois. Enfin selon ma propre analyse, je pense qu'on devrait connaître un rebond parce que là on a peut-être tendu l'élastique un petit peu trop fortement. Donc on peut avoir un rebond. Mais en fait, ce rebond n'ira jamais au-delà de la moyenne mobile 200 et on devrait repartir à la baisse Ouais. probablement au mois de septembre. J'ai remarqué un phénomène que lorsqu'on est dans un marché haussier globalement au niveau d'une année, pendant la période estivale, on est en baisse. Donc on consolide de façon baissière. Et lorsqu'on est dans un marché baissier, logiquement, la période estivale, on consolide aussi, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire Mhm. on a logiquement un petit mouvement haussier. Donc, puisqu'on est parti en 2022 sur un marché baissier, je pense que la période estivale devrait être haussière. Et attention, quand je Mhm. dis haussière, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter à tout va, quoi. Je veux dire, on va remonter, Acheter en rattraper. contre-tendance. Ouais. Voilà, on va aller un petit peu à contre-tendance et rattraper un petit peu les pertes et faire ce qu'on appelle logiquement un drapeau, c'est une figure un petit peu parallèle vers la hausse, quoi, tu vois, voilà. Mhm. Donc, pour revenir à ta question, en fait, lorsqu'on est dans un marché véritablement haussier, il est quand même beaucoup plus intéressant d'être investi le plus proche de 100%. Surtout si on essaie de faire ce qu'on appelle, je crois, un benchmark, c'est-à-dire de se comparer à un indice, hein, comparer la performance de son portefeuille à celle d'un indice. Et lorsque on est dans un marché baissier, ben, il est intéressant pardon, d'être proche de 0%, toi, de tenter le moins de trades possible. Parce que d'ailleurs, tous ceux qui ont des pertes actuellement, je pense qu'ils tentent beaucoup de choses, des buy the dip ou plein d'autres choses, et ils s'aperçoivent finalement ben, qu'il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée et beaucoup d'argent aussi, parce que finalement, il y a aucun trade qui n'accroche véritablement. Et c'est très difficile dans ces conditions à faire de l'argent, quoi. Ouais. Et si Donc, tu es dans un cas de vivre de la bourse comme certains, dans un trend baissier, c'est compliqué de pas trader. Parce qu'en fait, si tu perds pas, enfin, nous qui tradons par plaisir, entre guillemets, si on gagne pas, c'est pas grave. Mais ceux qui vivent de la bourse, s'ils gagnent pas, ils perdent en fait. et tu sais, si on reprend le livre de Stan Weinstein que j'ai cité tout à l'heure, il y a 4 phases, mais dans 4 phases, il n'y a que 2 tendances.
tu as Hmm. le range, donc la phase 1 et la phase 3, c'est du range, donc c'est une absence de tendance. Donc c'est une approche qui est spécifique où par exemple les day traders ont plus l'avantage que les suiveurs de tendance en fait dans ces périodes-là. Et après tu as la hausse et la baisse, donc la phase 2 et la phase 4. Mais la baisse c'est une tendance aussi. Hmm. Donc au jour d'aujourd'hui, finalement, quand on voit qu'on a un marché baissier et en supposant qu'on n'achète pas des actions, pour moi la seule alternative c'est d'acheter des ETF pour parier sur la baisse du marché. Ou shorter les indices. Ou shorter si on veut shorter, ou shorter les indices, ou shorter les actions si on peut Mhm. toujours, parce que ça devient compliqué aussi avec les banques. Dès que tu commences à faire un clic, tu as une fenêtre qui apparaît, veuillez mettre à jour votre profil, veuillez toi. Finalement, il y a tellement de fenêtres qui apparaissent que ça te décourage de vader voilà, ça te décourage Ah, de moi j'ai vader un tout compte simplement. CFD indice de toute façon, et là, depuis le début de l'année, je prends que des shorts, hein. Oui, voilà. Donc en fait, quand tu te mets dans le sens de la tendance, les choses paraissent beaucoup plus faciles. Toi, tu dépenses beaucoup moins d'énergie et c'est beaucoup plus facile à gagner. Mais pour certaines personnes, encore de vendre à découvert, c'est immoral. C'est voilà. Donc voilà, c'est c'est une question de Alors, choix. immoral, sur une action, je peux comprendre, parce qu'en fait, si tu pousses la moralité jusqu'au bout, sur le fait qu'une action va se casser la gueule, etc. Mais si tu fais des indices, Oui, t'as pas des personnes, enfin, t'as pas des emplois, t'as pas des salariés derrière les indices. Euh, oui, enfin, ou du ouais. moins dans une proportion beaucoup plus faible, parce que logiquement, un indice est représentatif d'un panel d'actions, Ouais, mais quoi. si tu shortes un indice, tu vas pas Oui, contre oui, l'indice en fait. oui, Parce oui, que oui, l'indice est fait par les actions. Tu shortes une action, tu vas contre l'action. Donc oui, tout après, tu à peux dire fait. tu vas contre les employés de l'action, etc. Tu shortes un indice, Hmm. l'indice c'est construit sur une action. T'as- t'as, euh, je sais pas si je m'explique bien. Quand tu shortes Oui, l'indice, tu non, vas mais pas je comprends ce que tu veux contre. dire. Hmm. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est même à la limite, si tu shortes une action, eh ben, un jour ou l'autre, il faudra racheter ton short. Et à ce moment-là, tu vas créer du volume et tu vas créer aussi de la volatilité à la hausse. Et ce sont les acheteurs qui vont en Ouais. profiter. Et Et ça, souvent, Et c'est ils y l'erreur pensent qu'a pas. fait, l'erreur qu'a fait Euronext et tout ça pendant le Covid, Oui, quand ils ont interdit le short, c'était contre-productif. tout à fait, tout à fait. Mais moi, à l'époque, le forum, c'était probablement Bourseau, mais je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, je dis, mais c'est une honte d'interdire. Non, mais c'était, je ne sais pas si c'était sur le Covid, mais moi, je l'ai connu sur la crise des subprimes, où Hmm. ils avaient interdit toutes les bancaires et toutes les assurances à shorter parce que, voilà, elles étaient mal positionnées par rapport à cette crise. Et je me suis dit, non, le marché, en fait, par lui-même, il sait trouver son Hmm. équilibre. Le problème, c'est la réglementation. Et à chaque fois qu'on essaie d'imposer un comportement aux gens, on rompt l'équilibre, en fait, tu vois. Donc moi, je pense que c'est pas sain, mais bon, après, il y a des enjeux derrière qui sont tellement énormes que je comprends qu'il y en a qui veulent pas qu'on Et va. tu crois que le quantitative, le QE, là, c'est allé vraiment contre les cycles naturels économiques et il peut y avoir un gros retour de bâton derrière? Alors ça, je vais te répondre, mais c'est juste mon avis personnel, hein. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas issu du monde de la finance, donc c'est juste mon ressenti. Moi, j'ai connu l'époque d'Alan Greenspan dans les années Hmm. 95 où il ajustait, je vais presque dire au millimètre près, les taux pour arriver à équilibrer le marché. Et là, quand on a eu la crise des subprimes, je me suis dit, eh ben, super, la bourse remonte après la crise, donc ils vont pouvoir remonter les taux afin d'avoir de nouveau une possibilité de jouer sur La les taux marge. un peu Hmm. plus tard. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben non, ils sont restés au plancher. Ils n'ont pas rehaussé les taux. Et là, en fait, ils n'ont pas rehaussé les taux parce qu'ils ont voulu que le marché aille de plus en plus haut. Et à partir du moment où tu ne rehausses pas les taux, je me suis dit, mais le jour où il va y avoir une crise, il n'y aura aucune marge sur les taux. Et on y est actuellement. Tu Hmm. vois, on a des taux encore relativement planchers et on ne peut pas les abaisser justement pour relancer la mécanique. Donc voilà, donc on y est en fait et on va voir où ça va nous mener. Est-ce que le fait d'avoir voulu monter de plus en plus haut va pas nous faire dégringoler de plus en plus bas? Enfin, on verra, hein. Oui, ben Euh, logiquement, il y a toujours plus ou moins un retour aux sources, hein. deux questions avant de continuer. C'est très intéressant, hein, Christophe. Je voulais pas te Ok, couper. super. Deux questions. Pour tes actions, tu dis que tu avais une watchlist. Tu utilises un screener ou tu fais ça à la main? Non, à la main, enfin les deux, on va dire de G pur, c'est-à-dire je sélectionne peut-être. Alors moi, je passe par Finviz, qui est un site Hmm. américain qui permet en fait de bien sélectionner parmi toutes les 8500 valeurs américaines.
Alors, tu peux choisir un indice, donc déjà, ça t'épure. Donc, toi, comme je dis tout à l'heure, moi, je suis actuellement beaucoup sur le marché pétrolier parce que, bon, c'est la tendance haussière qu'il y a actuellement. Donc, tu prends la classe énergie, en fait, le secteur énergie, et tu as actuellement 271 valeurs. Donc, c'est énorme au regard des quelques-unes qu'on a sur le marché français avec Morel Prom, Esso, Tu veux Total. Bon, partager ton écran? Je t'ai pas demandé ouais, si tu veux, ou plus tard, si tu veux D'accord, plus tard, que. d'accord. Oui, là, je parle encore un petit peu dans la globalité. Mhm. Donc, en fait, en France, on n'a pas énormément de choix, alors que là-bas, tu as énormément de choix. Tu as 271 valeurs. Donc, sur les 271, il y en a peut-être 30 qui sont dans un mouvement baissier, parce que, bon, fondamentalement, peut-être elles ne sont pas bonnes. Il y en a peut-être 50 ou 60 qui n'ont pas véritablement de tendance. Donc, celles-là, tu les écartes également. Et après, tu en as au moins plus d'une centaine qui ont une tendance. Donc, après, voilà, moi, je check, en fait, ces 100 valeurs-là. Et sur ces 100 valeurs-là, enfin c'est un exemple, hein, après je note manuellement sur une feuille de papier celles qui retiennent mon attention. Tu vois, il peut y en avoir 10 ou 15. Et c'est là, en fait, c'est mes valeurs que je mets en surveillance et que je suis régulièrement pour voir s'il n'y a pas des signaux d'achat ou des retours ou des fins de tendance ou des choses comme ça. Tu vois. Enfin, les fins de tendance, je les connais généralement parce que je les ai en portefeuille à ce moment-là. Mhm. Et pour celles que je n'ai pas en portefeuille, je regarde s'il n'y a pas une entrée en tendance. Mais souvent, j'ai remarqué, en fait, quand tu as un secteur qui est haussier, il y a tout qui part à la hausse au même moment, et puis il y a tout qui s'arrête au même moment, toi, enfin, à quelques jours près. Mais je veux dire, tu n'as pas, par exemple, un début de tendance qui s'est fait au mois de février, et puis un autre début de tendance sur le même secteur qui va se faire au mois de juin, tu vois. Mhm. Si la valeur n'a pas saisi le début de tendance du secteur au mois de février, ben, au mois de juin, elle ne partira pas. D'accord. Voilà. Et ma deuxième petite question, si tu parles beaucoup des US et tu as dit depuis que tu partais aux US, c'était beaucoup plus franc, etc. Tu peux nous expliquer un peu les différences entre un Euronext et le Nasdaq ou le SP 500? C'est-à-dire que j'ai fait une année 2019 qui n'était pas bonne, Mhm. une année 2018 qui n'était pas bonne, parce que j'essayais un petit peu de mettre en application ce qu'on disait tout à l'heure, des stop courts, des choses comme ça, tu vois. Et puis quand je prenais position, ben le matin, ça se passait bien, j'étais content. Et puis dès il arrivait 15h30, l'ouverture du marché américain, pour peu que le marché américain était baissier, ben, tout ce que tu as acheté le matin, déjà, ben, ça se retourne. Et j'en avais marre de me faire prendre à contre-pied comme ça en permanence. Et Mhm. donc, du coup, ben, j'ai regardé de plus en plus sur le marché américain. Je voyais qu'il y avait des hausses exceptionnelles. Alors, sur le marché français aussi, hein, il y a certains titres qui ont connu des très très belles avancées, avec des plus 200, plus 300% pour ceux qui font du trend following. Mais il n'y a pas tant de titres que ça, alors que sur le marché américain, il y en a beaucoup plus, et parfois des hausses, mais phénoménales. Tu vois, il y en a, je veux dire, quand tu fais 2000, 3000%, je vais prendre un exemple parce que c'était d'actualité. Pour ceux qui ont acheté éventuellement Moderna, hein, le fameux Moderna Mhm. par rapport au vaccin, même au début, hein, même au début de la crise Covid, vers fin février 2020, le titre a fait 2200% dans l'année. Mhm. 22 fois la mise, tu vois. Mhm. Tu l'as pas avec Avec Valneva, en fait. Valneva Voilà, tu vois. ou Sanofi, ouais. Bon, Mhm. ça, c'est un exemple, mais ce genre d'exemple, t'en as des dizaines et des dizaines. Ah Et bah, nous, comme on je a quand disais, même eu Novacite hein, en Europe, qui est parti à oui, 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 0,02 oui, et qui est oui. arrivé à. Je ne sais plus combien il est arrivé à 12, 13. Je Moi, sais je me plus. rappelle Ouais, plus parce que, mais je sais qu'après coup, j'avais regardé le graphe et je me dis effectivement, cette valeur, elle était ouais. partie vraiment très très bien. Heureusement qu'il y en a quand même des belles Mhm. affaires comme ça en France, enfin en Europe ou en France. Mais sur le marché américain, c'est vraiment légion, toi. Tu en trouves assez facilement dans presque tous les secteurs. Il faut juste être bien aligné. Ça veut dire qu'il faut bien regarder ton marché, voir si on est bien dans un marché haussier, par exemple, bien voir quel est le secteur actuellement qui surperforme. Et quand tu as trouvé le marché et le secteur, tu vas chercher les actions en fait qui surperforment encore une fois dans ce secteur. Et là, tu as vraiment la quintessence, tu as vraiment l'excellence, quoi, tu vois. Et en fait, tout ça, c'est juste le travail d'approche de Weinstein, une fois de plus, quoi, tu vois. Donc, c'est entre guillemets, c'est mon maître. Mhm. Mais parce qu'il m'a apporté beaucoup et il m'a permis de bien comprendre comment fonctionne la bourse. Et après, tout le reste, c'est mon travail personnel où je cherche à améliorer. Voilà, je cherche la perfection, je cherche la qualité. Et comme je disais tout à l'heure, je cherche la qualité en ayant un risque beaucoup plus faible, en évitant éventuellement les échecs, en passant moins de temps et en ayant des profits, en cherchant des profits intéressants, quoi. Ah bah Christophe, c'est super intéressant. Je vais t'arrêter là parce que ça va être très long, mais c'est très très intéressant. Alors, ce que je te propose, c'était pas prévu, hein, mais c'est de faire une deuxième partie en fait.
et où on parlerait peut-être d'un autre setup, et puis on va sur le graphe et sur des exemples. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, si tu veux, c'est une très bonne idée. On peut faire ça comme ça. D'accord, donc ben voilà, c'était la première partie de l'interview de Christophe. On en fera une deuxième qu'on passera rapidement. Donc merci à tous d'avoir suivi l'émission. Laissez vos commentaires, appuyez sur la cloche, abonnez-vous. Et puis on se retrouve très rapidement, Christophe, hein? Ok, super. Merci Denis. Mer- Merci à tout le monde. À bientôt. Ok, merci. Ah, j'oublie toujours la promo. Après, on me dit, donc n'oubliez pas que Pépitor maintenant a une boutique avec les formations de Tino, le salon de Mika et de Tino et le séminaire à Barcelone qui est plein, mais on va peut-être augmenter un peu les capacités. Je suis en train de discuter avec l'hôtel, donc restez connectés et puis il y aura des nouveautés qui apparaissent. Merci, au revoir à tous, à bientôt.